Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Delphine Aguilera-Caron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes présidente de Johnson & Johnson Innovative Medicine. C'est la branche pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson. On va en parler évidemment. Est-ce que d'abord vous pourriez nous parler un petit peu de vous, Delphine Aguilera-Caron, puisqu'on aime bien découvrir quel genre de décideuse vous êtes, quelle a été votre formation, et est-ce que ce secteur de la pharmacie, c'était un choix personnel ? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, donc moi, j'ai une formation commerciale. J'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler ma vie professionnelle dans la grande consommation. J'ai passé 10 ans au sein de l'entreprise Nestlé, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Colgate-Palmolive. Ce qui a toujours motivé mes choix, c'est la passion de l'innovation, les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, et puis aussi les rencontres humaines, parce que le travail, c'est essentiellement ça. Et en fait, la pharma n'était pas une vocation au départ, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais chez Colgate-Palmolive, j'ai dû refuser une très belle promotion qui était à l'étranger. Pourquoi ? Pour des raisons familiales ? Pour des raisons familiales, en fait. Mes enfants étaient petits. À l'époque, le télétravail, tout ça n'existait pas vraiment. Il fallait que je me délocalise sur Genève. Et en fait, je n'avais pas envie d'une famille éclatée, et je n'avais pas envie de priver mes enfants de leur papa, et je n'avais pas envie de priver leur papa de ses enfants. Mais le papa aurait pu vous suivre. Le papa aurait pu me suivre, mais il était dans un, on va dire, dans un moment professionnel où il venait de créer son entreprise, et où donc c'était pas le bon moment, tout simplement. Mais finalement, je ne regrette pas, parce que ça m'a questionnée, ou ça m'a finalement interpellée sur qu'est-ce que je voulais faire après. Et là, le téléphone a sonné, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'était une entreprise pharmaceutique, Bristol Myers Squibb, qui montait un siège social Europe et qui cherchait en fait, ce qui m'a attirée, chercher des gens qui venaient spécifiquement de la grande consommation, donc avec des techniques de marketing de grande consommation, pour les appliquer à la pharma. Ils avaient à l'époque un pipeline merveilleux, beaucoup d'innovations thérapeutiques disruptives, et ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient besoin d'acquérir des compétences qu'ils n'avaient pas forcément en interne. Donc ce challenge-là m'a vraiment attirée. Je dois dire qu'au départ, ça a été compliqué de choisir d'aller travailler pour eux. J'ai une histoire personnelle avec le cancer du sein. Ma maman est décédée quand j'étais très jeune de cette maladie. Et donc, quand j'ai vu que Bristol Myers avait des innovations thérapeutiques dans l'oncologie, ça m'a questionnée. Oui, quand vous dites que vous aviez des difficultés peut-être à y aller, pourquoi par rapport à la maladie ? Parce que ça me rappelait mon histoire personnelle. Parce que travailler sur des maladies graves, ça a ravivé en fait une histoire personnelle difficile. Une histoire de traitement non accessible. Pas du tout. Ça a ravivé en fait plus le décès tout simplement de ma maman qui est morte très jeune, d'une maladie grave, et le monde de la maladie me faisait plutôt peur, on va dire. Et aujourd'hui, donc, vous avez intégré. Et quand je suis rentrée chez Bristol, d'une part, j'ai rencontré des gens brillants, des gens qui avaient vraiment envie de faire avancer la science pour les patients. Et hasard ou pas, un des premiers produits sur lesquels j'ai été amenée à travailler, c'était un produit en développement dans le cancer du sein. Croyez-le ou pas. Et ça m'a permis de comprendre finalement l'histoire de cette maladie. Ça m'a permis de comprendre mon histoire personnelle et finalement de refermer une page que je n'avais jamais vraiment refermée. En fait, rétrospectivement, je me suis aperçue que je n'avais pas refermée. Mais surtout, ça m'a donné, j'ai envie de dire, ma vraie raison d'être. C'est-à-dire que je me suis dit, avec mon travail, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine, je ne suis pas issue d'une formation de santé, mais avec mon travail, avec ce que j'ai dans mon cerveau, avec mon énergie, je peux moi aussi contribuer à faire en sorte que les gens aillent mieux et que la santé aille mieux. Donc ça m'a énormément motivée, et je dois dire que j'ai vraiment trouvé la raison pour laquelle je me lève tous les matins. Et ça fait du bien, parce que peut-être... Parce qu'on y trouve du sens. On y trouve du sens. J'avais 35 ans à l'époque, et donc c'est ce qui m'a orientée et qui m'oriente depuis. Et qui vous anime toujours aujourd'hui. Absolument. Alors comment vous menez de front, très court, on va parler aussi du groupe, cette vie professionnelle et cette vie familiale à laquelle vous êtes très attachée apparemment?
Tout à fait. Moi, j'ai toujours fait attention aux deux. Parce que je pense que quand on a une structure familiale solide, un couple solide, ce qui est le cas avec mon mari, ça vous donne des ailes en fait, ça vous donne une énergie incroyable. J'ai 2 enfants qui ont aujourd'hui 24 et 26, ils m'ont énormément appris sur l'évolution de la société, sur l'évolution du monde. Donc je pense que tout ça, on est en interdépendance, on n'est pas un leader et une mère de famille, un leader et une épouse, on est un tout à la fois. Et je pense que maintenir cet équilibre, c'est important. Il faut y faire attention. Donc il y a des choix qu'on a fait. Moi, j'ai fait le choix après de partir en Autriche. Voilà, là, c'est mon mari qui a suivi. Il a suivi. Les enfants étaient grands. Donc il y a des bons moments pour faire un certain nombre de choses, et il y a des moments où il faut privilégier les deux. Alors forcément, c'est une histoire de compromis, mais je pense qu'il faut que chacun trouve son équilibre à lui. Alors justement, vous disiez, vous avez pris la présidence de Janssen en Autriche, et en Autriche, vous avez réussi à opérer une organisation profonde au point de devenir l'industrie numéro 1 dans ce pays. Racontez-nous. Alors effectivement, quand je suis arrivée en Autriche, en fait, il faut savoir que l'Autriche et la Suisse étaient gérées sous un co-leadership. En fait, c'était en fait ce qu'on appelait un cluster de pays avec des rôles qui opéraient dans les deux fonctions. Et notre management avait réalisé que finalement, ces 2 pays, bien qu'étant voisins, n'avaient pas grand-chose en commun. Et il y avait beaucoup moins de synergie que ce qu'on pensait. Donc ma première mission avec le general manager qui était en Suisse a été de séparer ces 2 organisations et de créer deux entités singulières. Et en fait, en comprenant comment cette organisation fonctionnait, en vraiment m'imprégnant de la culture autrichienne, d'une part. C'est important de bien connaître. C'est complètement important de bien connaître, de comprendre le pays. Mais surtout, moi, je me suis beaucoup intéressée en écoutant et en faisant parler les gens, à m'attacher à comprendre où et comment battait le cœur de cette organisation. Et j'ai senti un battement incroyable. En fait, j'ai senti une énergie incroyable qui demandait qu'à s'exprimer. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses pour faire en sorte de libérer cette énergie, de retrouver le goût du travailler ensemble, le goût de dire les choses qui ne vont pas. Alors, concrètement, ça c'est passé par quoi? C'est passé par beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute pour se dire comment est-ce qu'on va s'organiser ensemble, une meilleure collaboration. Certains services ne collaboraient pas forcément bien ensemble, donc comment on améliore cette collaboration. L'envie aussi, l'envie de gagner, parce qu'on avait le portefeuille pour pouvoir gagner, mais en fait, on ne courait pas à notre juste place. Et puis, c'est aussi passé par mettre les bonnes personnes aux bons endroits aussi, faire des changements de personnes, des personnes qui avaient une vision, des personnes qui avaient envie de faire avancer les choses. Et en fait, cette organisation était en fait tout simplement ultra compétitive. Elle l'avait dans ses gènes. Il suffisait juste d'entraîner, de continuer à entraîner le coureur. Cette envie moi et mon équipe de leadership, et puis en fait de créer une adhésion autour de finalement être chez Janssen Autriche, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors comment on fait pour embarquer ces équipes? Ça c'est très important, c'est une question qui revient souvent d'ailleurs dans l'émission. Je pense qu'on embarque ces équipes d'une part quand on se met d'accord sur un contrat de valeur. Quand on se met d'accord sur finalement, c'est parce qu'une valeur c'est quoi? C'est des notions sur lesquelles on est tous d'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'on est tous des clones, mais par contre on s'entend là-dessus, donc des valeurs de respect. Des valeurs on peut se dire les choses, des valeurs de diversité, des valeurs de curiosité, ouverture d'esprit, des choses comme ça. Donc ça c'est la première chose. Et puis après, c'est aussi de montrer le cap. Montrer le cap et qu'est-ce qu'on est, définir la vision, définir la mission. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qu'on a fait en fait en Autriche, et ça a très très bien fonctionné. Ça veut dire aussi enlever des barrières. Il y avait un certain nombre de choses, de process qui étaient compliqués, qui empêchaient l'organisation de courir. Ça a été fait grâce à l'utilisation du numérique. Comment ça a été concrètement possible? Oui, mais pas que. En fait, ça a été aussi surtout on a regardé un petit peu à tous les endroits où ça pouvait coincer dans l'organisation, ça pouvait créer des irritants chez les collaborateurs, la sensation qu'on n'arrivait pas à faire des choses assez vite, moins vite que nos concurrents par exemple. Donc dénouer les nœuds et dénouer les process, ça peut paraître un peu fastidieux, c'est pas forcément sexy, mais par contre ça libère les troupes. Plein d'optimisme, ça je le décèle aussi chez vous. On va parler de l'industrie pharmaceutique quand même, puisque la France aujourd'hui est confrontée à des pénuries, difficultés d'approvisionnement en matières premières, ou même en médicaments tout court. Comment est-ce que vous appréhendez cette difficulté aujourd'hui en France? Est-ce qu'il faut rapatrier le savoir-faire? Est-ce qu'il faut produire en France? Quel est votre point de vue sur cette question?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Je pense que quand on parle de pénurie, en fait, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut bien s'attacher. C'est déjà de quels produits parle-t-on au niveau des pénuries. Et c'est vrai que ça touche essentiellement, pas que, mais essentiellement, ce qu'on appelle les produits matures ou les produits du quotidien. Parce que là, il y a eu effectivement des délocalisations, notamment sur les principes actifs, qui ont créé des formes de tension. Donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir aussi que la France a été victime d'une désindustrialisation. On était le producteur numéro 1 en médicaments en 2008. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est passé au 6e rang. Absolument. Derrière la Suisse, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'il y a moins de production au niveau local. Mais produire au niveau local, c'est pas forcément la solution à tout. Aujourd'hui, dans le groupe Johnson & Johnson, nous sommes organisés au niveau européen. Il y a très peu de produits sous tension et quasiment pas de produits en rupture. Donc il faut des chaînes de supply. Ce qui se passe aussi, c'est que en France, le prix du médicament est extrêmement bas. J'allais y venir, c'est la grande bataille entre guillemets. Il y a des prix extrêmement bas, ce qui fait que quand vous vous retrouvez producteur de produits matures, il y a peut-être des marchés autour de vous qui sont plus intéressants où les marges peuvent se faire mieux. C'est leur business et je suis pas très bien placée pour en parler, mais en tout cas ça peut être un élément explicatif. C'est un énorme enjeu aujourd'hui avec la guerre commerciale que nous livre le président des États-Unis. Le fait que ce soit le gouvernement qui fixe le prix du médicament et que ce prix est bas, parce qu'il doit être accessible aussi aux personnes qui en ont besoin. Ça fait fuir aussi les industries à l'étranger. On a entendu des menaces d'un de vos concurrents d'ailleurs. Alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement je pense qu'il faut regarder le problème sous deux angles. Un pays qui ne reconnaît pas la valeur d'une innovation thérapeutique se tire un peu la balle dans le pied. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et les chiffres sont là pour le dire, il y a pratiquement 40% des produits qui ont été approuvés par l'EMA qui ne sont pas disponibles aux patients français. Parce que trop long. Il y a plusieurs raisons à ça. Quand on est sur un chiffre de 15% en Allemagne. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Et en fait, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a d'une part des processus d'évaluation qui ne reconnaissent pas forcément la valeur du produit, donc des demandes, des doctrines qui peuvent être très 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 strictes et en tout cas différentes des autres pays qui reconnaissent eux la valeur. Et après, il y a effectivement le prix payé. Et en France, on a les prix les plus bas quasiment d'Europe. Donc l'équation des deux n'est pas très positive. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce décrochage, on le voit bien. On le voit aussi notamment dans les essais cliniques. Nous étions le premier pays pourvoyeur d'essais cliniques en 2015. Aujourd'hui, nous sommes passés au 3e rang, derrière l'Espagne et l'Allemagne. Et là, il y a effectivement une notion d'attractivité, mais il y a également une notion de complexité administrative qui s'est beaucoup simplifiée chez les autres et sur lequel on pourrait encore travailler. Et d'ailleurs, nous sommes tout à fait prêts à y travailler. On va passer à la question de nos partenaires, si vous le voulez bien. Bien sûr. Delphine Aguilera-Caron, la question de nos partenaires, c'est juste après le jingle. La question de l'IFPAF. L'IFPAF, c'est un étudiant de cette entreprise, enfin pas entreprise, de cette école en tout cas leader dans la formation en assurance. Quelles sont les valeurs qui vous représentent le plus ? Alors vous, peut-être vous en tant que dirigeante et aussi votre entreprise. Et comment se traduisent-elles concrètement ? Tout à fait. Je vais peut-être commencer par vous parler de mon entreprise. Chez Johnson & Johnson, on a en fait un credo, un texte fondateur qui a été écrit en 1943 et qui en fait explique en 4 paragraphes, et c'était très novateur en fait à l'époque, 1943, rappelez-vous, qui en fait explique en 4 paragraphes quelle est notre responsabilité en fait, celle qu'on a vis-à-vis des patients et des professionnels de santé avec lesquels on travaille. 2e paragraphe, c'est toute la responsabilité qui est la nôtre auprès de nos collaborateurs et nos collaboratrices. On leur donne un lieu de travail qui soit là, des opportunités de développement, etc. Le 3e paragraphe, c'est tout ce qu'on doit vis-à-vis de la société, notre responsabilité sociétale, tout ce qu'on doit vis-à-vis de nos communautés. Et le 4e paragraphe, c'est ce qu'on doit vis-à-vis de nos actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose cette notion de responsabilité, je la trouve très importante parce qu'elle met aussi en avant dans le texte des notions de respect, des notions de diversité, des notions aussi d'ouverture. Et ça, c'est des valeurs qui me parlent. En fait, chez J&J, il y a ce qu'on fait, mais il y a aussi comment on le fait. Et le comment faire est à tout le moins aussi important.
Oui, parce qu'on reproche souvent au Big Pharma cette tendance à aller trop vers la recherche du gain et pas assez peut-être sur le bien-être. C'est ce qu'on reproche en général. Tout à fait. Je sais que c'est ce qu'on reproche, mais chez J&J, nous, cette dimension sociétale, elle est très importante et elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle est assez ancienne et elle est vraiment ancrée dans ce qu'on fait. Ce credo, il y a une enquête qui tous les ans est faite. Tous les collaborateurs du monde entier peuvent y participer et vraiment répondre à un certain nombre de questions sur les 4 paragraphes pour dire en quoi leur organisation ou le groupe de travail dans lequel ils sont, finalement, travaille en adéquation avec ces valeurs. Et derrière, évidemment, sur base des résultats de l'enquête, on travaille à des points d'amélioration parce qu'il y en a toujours, heureusement d'ailleurs, il y en a toujours. Donc ça, c'est un premier point et moi, c'est ce qui m'a attirée. Quand je suis allée chez J&J, ça m'a parlé tout de suite. Ensuite, chez J&J Innovative Medicine France, j'ai fait développer avec mes collaborateurs une raison d'être. Ensemble, sans attendre, pour transformer la vie des patients. Et en fait, quand je suis arrivée à la tête de la filiale France, j'ai beaucoup pris le temps d'écouter. D'écouter à l'interne, mais aussi à l'externe. Comment les gens voyaient mon organisation, cette nouvelle organisation dont j'avais la responsabilité. Et en fait, ils m'ont tous dit, il y a quelque chose qui est unique chez vous et qui vous caractérise, c'est l'engagement de vos équipes. C'est parler d'une seule voix et chez vous, la force du collectif et du partenariat, c'est incroyable. Donc dans cette raison d'être, ensemble, sans attendre, le ensemble est très important. Bien sûr, bien sûr. C'est à la fois le collectif chez nous, mais c'est aussi tous les partenariats qu'on a à l'extérieur. Les associations de patients, les hôpitaux universitaires, et j'en cite plein. Sans attendre, parce qu'on travaille sur des maladies graves et invalidantes, et que le son de l'urgence, c'est très important. Forcément. Chaque jour compte. La question de Toscaloop. À présent, Toscaloop, l'accélérateur de stratégie sociale, juste après le jingle. La question de Toscaloop. Si vous aviez un levier à actionner demain pour faire progresser la société, quel serait-il? Alors, moi, mon levier, il est assez évident. C'est que moi, je pense qu'un vrai levier pour faire progresser la société, c'est une société en bonne santé. Et une société en bonne santé, c'est une société qui fait le choix d'accueillir le progrès scientifique et l'innovation thérapeutique. Alors, on a bien conscience, on en a parlé avant, des équilibres budgétaires qu'il faut trouver. Il faut un peu pour tous, mais surtout, n'oublions pas la santé, elle doit rester au cœur du débat. Et malheureusement, l'état de l'hôpital en France, c'est vrai que c'est un gros enjeu. Mais si on parle plus concrètement de l'innovation thérapeutique, aujourd'hui, malheureusement, quand on se présente, on est d'abord vu comme un coût avant d'être une solution et un bénéfice pour un patient. C'est presque inversé. C'est presque inversé. Or, aujourd'hui, ce dont il faut avoir conscience, c'est que le progrès thérapeutique, les innovations thérapeutiques, elles génèrent énormément d'efficience dans le système de santé. Je vais prendre un exemple. Quand vous vaccinez des jeunes hommes et des adolescents et des adolescentes contre le virus HPV, c'est 20 ans plus tard un certain nombre de cancers du col de l'utérus que vous allez éviter. L'importance de la prévention. L'importance de la prévention, mais pas que. Des médicaments, je peux en parler parce que ce n'est pas mon groupe qui les a fait, mais par exemple pour l'hépatite C, qui ont éradiqué une maladie qui, quand on l'avait, c'était une cirrhose du foie, voire un cancer du foie, voire la mort. Aujourd'hui, cette maladie n'existe plus. Et ça a généré, c'est des hospitalisations en moins, des greffes de foie en moins, des décès prématurés en moins. Donc tout ça, ça a un gain pour la société. Bien sûr. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une contrainte budgétaire d'une année sur l'autre qui fait que quand vous venez avec une innovation thérapeutique, vous êtes d'abord vu comme un problème avant d'être vu comme une solution. Forcément. C'est peut-être l'occasion d'en parler à nos gouvernants, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui? J'imagine beaucoup de choses, mais vous avez la parole, 1 à 2 minutes face caméra. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le vieillissement de la population française, la démographie, avec la chronicisation d'un certain nombre de maladies, avec l'apparition de maladies nouvelles, aujourd'hui, les besoins en santé et en médicaments des Français sont plus élevés que jamais. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, le budget alloué à la part du médicament, dans la part totale de l'ONDAM, ne représente que 10% des dépenses. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'y arrive plus. Et c'est dommage parce que du coup, il y a des innovations thérapeutiques qui ne vont plus être accessibles ou qui ne sont déjà plus accessibles aux patients français. Donc moi, mon message, c'est de dire aujourd'hui, la santé,
c'est pas une charge, ça doit être un choix. Et l'investissement dans le médicament et dans les innovations thérapeutiques, finalement, ça n'est pas un luxe. C'est un investissement stratégique, d'abord pour les patients, bien évidemment, pour la société, mais aussi pour notre avenir. Et donc, comment est-ce qu'on s'organise tous ensemble, finalement, pour y arriver et faire fonctionner l'équation? Les industriels de la santé, on est tout à fait prêts à collaborer sur des équilibres, notamment, par exemple, repenser une loi pluriannuelle. La santé, ça ne s'interprète pas d'une année sur l'autre. Une loi pluriannuelle, une loi de programmation santé pluriannuelle pour qu'il y ait une visibilité sur les investissements, pas qu'en médicaments. Un patron de CHU, il a besoin de savoir dans 5 ans quels vont être également les investissements dont il va pouvoir bénéficier parce que c'est du long terme, mais également développer et faire vraiment un usage d'une culture médico-économique qui permet vraiment de mesurer toutes les externalités positives et les efficiences que peuvent apporter un médicament. Alors un médicament, quand il est administré, il va consommer bien sûr du personnel de soins, mais in fine, il va aussi générer des choses positives pour la société. Des aidants qui vont plus être là, des gens qui vont retourner au travail, des jours d'hospitalisation en moins. Donc faisons en sorte que cet équilibre puisse être pris en considération pour tout simplement avoir une meilleure santé. C'est le maître mot, la vision à long terme, puisque forcément, une chose implique souvent une autre. C'est ce qu'on nous dit aussi souvent ici dans l'émission. Merci beaucoup Delphine Aguilera-Caron d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.